19 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur A24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce mercredi 3 mai. À la une, la Russie a déjoué aujourd'hui une attaque de drone qui visait le Kremlin. Moscou promet une riposte. Kiev, de son côté, dément toute implication. Un mort et 5 blessés, c'est le bilan des frappes nocturnes sionistes sur la bande de Gaza au lendemain du décès du détenu politique palestinien Khadr Adnan. Le président iranien Ebrahim Raisi est à Damas ce mercredi où il a rencontré Bachar al-Assad. Un protocole d'accord sur une coopération stratégique globale à long terme a été signé entre les deux chefs d'État. Et puis Maroc Gate, pour éviter un autre scandale émanant des tentacules du Merzen, l'Union européenne propose de nouvelles lois et sanctions. Coup de théâtre dans le conflit russo-ukrainien. Moscou accuse Kiev d'avoir mené une attaque de 2 drones contre le Kremlin avec pour objectif d'éliminer Vladimir Poutine. Si les défenses russes ont abattu les 2 drones et que l'attaque n'a fait aucune victime, cette dernière représente un antécédent contre lequel Moscou a promis de riposter. Sofiane Baroudi. Après l'attaque avortée contre le siège de la présidence russe à Moscou, le Kremlin évoque un acte terroriste planifié et une tentative d'assassinat ukrainienne contre Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie. Moscou a également annoncé qu'elle se réservait le droit de riposter à cette tentative de frapper le Kremlin. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, a déclaré qu'il n'y avait aucun changement dans le programme, confirmant ainsi la tenue du défilé militaire du 9 mai, commémorant à Moscou la victoire dans la Grande Guerre patriotique. De son côté, Kiev a nié toute implication dans cette attaque, perpétrée au drone de combat. Mikhailo Podolyak, proche conseiller du président Zelensky, a exprimé qu'il fallait considérer ces accusations comme étant une préparation de contexte. Pourtant, une nette multiplication des attentats et des actions de sabotage dans la profondeur stratégique russe est enregistrée dernièrement. À l'instar de multiples attaques, dont celle contre l'aérodrome militaire de Bryansk, à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, ou celle contre Belgorod, ou encore les tentatives contre la Crimée, ainsi que les assassinats ciblés, dont le dernier en date est celui du blogueur militaire russe Volodyn Tatarsky, tué à Saint-Pétersbourg, mais aussi des attaques récurrentes contre les trains. À ce propos, le FSB russe a annoncé avoir empêché une tentative d'assassinat contre le dirigeant de la Crimée, perpétrée par le renseignement militaire ukrainien. Des combats d'une rare intensité continuent de faire rage tout au long de la ligne de front, où les détachements d'assaut russes sont en train d'avancer dans la forteresse de Bakhmut, qui serait sur le point d'être complètement capturée. Néanmoins, de violents combats se poursuivent dans la région de Tchasovyar, avec une résistance acharnée. Des informations indiquent même la volonté ukrainienne de mener une contre-offensive dans le Donbass, qui viendrait depuis le chaudron de Bakhmut. Une série d'attaques russes contre des centres de communication et des zones de déploiement des forces armées ukrainiennes ont eu lieu dans plusieurs zones, à l'instar de Soumy, de Kiev ou encore de Dnipro et Kherson, menées avec des drones kamikazes. Selon certaines informations, ces attaques ont permis la destruction de plusieurs systèmes de défense antiaérienne ukrainiens. Dans ce sillage, des sources indiquent également le transfert d'importants contingents de troupes ukrainiennes vers la région d'Odessa. L'objectif étant la préparation d'une opération en direction de la Transnistrie, considérée comme un espace de souveraineté par Moscou. Une escalade du conflit est à craindre et aucun signe d'apaisement ne paraît pointer à l'horizon, laissant craindre le pire. D'ailleurs, le président de la Douma a déclaré après l'attaque contre le Kremlin qu'il ne pouvait y avoir de négociation avec le régime de Zelensky. Le conflit s'intensifie donc à la veille d'une contre-offensive ukrainienne tant annoncée, alors que les alliés occidentaux de Kiev continuent de fournir des équipements militaires à cet effet. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que la mise en œuvre intégrale de l'accord sur les céréales de la mer Noire ne pouvait être évitée, réaffirmant l'insatisfaction de Moscou face à un accord qui vise à prévenir une crise alimentaire mondiale. Selon la chef de la diplomatie russe, Maria Zakharova, la Russie ne permettrait pas que l'accord soit prolongé au-delà du 18 mai prochain, à moins que l'Occident en élimine les obstacles aux exportations russes de céréales et d'engrais. Les contacts de travail entre les représentants des parties, la Russie, la Turquie, l'Ukraine ainsi que l'ONU au centre de coordination conjoint à Istanbul sont constamment en cours, ce qui signifie que ce niveau de travail est constamment maintenu.
Cela est nécessaire pour effectuer les inspections conformément aux règles de procédure convenues. La prochaine série de consultations sur la mise en œuvre du mémorandum sur l'accord sur les céréales de la mer aura lieu à Moscou le 5 mai. Des frappes nocturnes sionistes sur la bande de Gaza ont fait 1 mort et 5 blessés, et ce avant l'annonce d'une trêve entrée en vigueur à l'aube et devant mettre fin à 24 heures de violence, précédée par le décès du détenu palestinien Khadr Adnan, qui était en grève de la faim. Mohamed Amin Abrakan. C'est un spectacle de désolation. Une scène apocalyptique à laquelle ont assisté les habitants de Gaza tôt ce matin. Des raids aériens nocturnes menés par l'armée de l'entité sioniste ont fait, selon le ministère de la Santé, au moins 1 mort et 5 blessés, causant destruction et dégâts matériels au niveau des propriétés palestiniennes. Un habitant témoigne de la panique qui a gagné les habitants de Gaza. Quand les 3 roquettes ont frappé ici, nous avons eu l'impression qu'il y avait du feu sur le toit. Les enfants étaient terrifiés. Cela n'a aucun sens. Regardez comment la vie a changé quand l'un de nous est mort. Que se passerait-il si les envahisseurs perdaient quelqu'un de leur famille? Toute la nuit, nous avons senti le feu au-dessus de nos têtes. Tout le monde a fui. Nos voisins ont fui. Même les écoles pourtant protégées par des conventions internationales n'ont pas échappé à la terreur sioniste. Les enfants seront privés d'école pour une bonne période. Bon nombre d'entre elles ont déjà suspendu les cours. Aujourd'hui, nous avons suspendu la fréquentation de l'école pour filles en raison des frappes brutales qui ont visé la zone entourant l'école. L'école a été la cible de 4 frappes qui ont entraîné l'atterrissage de débris de roquettes dans l'école. Cours brisant les fenêtres et les portes, cela a inhibé notre capacité à poursuivre nos études. Après la mort mardi dans les geôles sionistes du prisonnier politique Khadr Adnan, l'impunité et le silence assourdissant de la communauté internationale ont fait que l'armée sioniste s'est une nouvelle fois illustrée par sa barbarie, agressant des citoyens palestiniens désarmés à l'aide d'avions de chasse, de roquettes et d'armes lourdes. De nombreux doutes persistent quant au décès de Khadr Adnan. Selon la présidente de l'association des médecins, Lina Qassem, on ne peut écarter l'hypothèse du gavage, précipitant la détérioration de son état de santé, comme cela s'est déjà produit avec d'autres détenus palestiniens en grève de la faim. Retour en Algérie où le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a reçu ce mercredi le président du Conseil de la Choura du Royaume d'Arabie Saoudite, Abdullah Ben Mohammed Ben Ibrahim Al-Sheikh, actuellement en visite de travail. Les 2 parties ont abordé les relations algéro-saoudiennes et les perspectives de leur renforcement dans le cadre de la préparation des prochaines échéances et des efforts consentis pour assurer l'encadrement juridique et institutionnel de la coopération bilatérale dans divers domaines. Diplomatie toujours, le président iranien Ebrahim Raïssi est arrivé ce mercredi à Damas, une première du genre depuis le début du conflit dans le pays en 2011, où il a rencontré son homologue syrien Bachar al-Assad, une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques, politiques et sécuritaires. Les 2 chefs d'État ont signé un protocole d'accord sur une coopération stratégique globale à long terme, y compris un protocole d'entente sur la coopération dans l'industrie pétrolière. Je vous invite à écouter le président syrien Bachar al-Assad. Les relations exemplaires établies entre nos 2 pays depuis plus de 4 décennies sont très significatives, riches en matière, riches en expérience, avec des perspectives très riches également, puisqu'elles sont restées intactes ainsi, et ce malgré les périodes difficiles, les turbulences, l'insécurité et les variations géopolitiques qui ont déstabilisé la région du Moyen-Orient. Ces turbulences ont changé des principes et des notions et ont détruit des nations tout entières, mais elles n'ont pas pu impacter sur la convergence et la vision bilatérale entre nos 2 pays.
Retour sur le dossier soudanais à présent. Les autorités du Sénart au sud du Soudan ont déclaré l'état d'urgence pour une période d'1 mois dans les limites géographiques de l'État. Cette décision annoncée par le gouverneur par intérim du Sénart est due aux violences qui secouent le pays depuis le 15 avril dernier. Et face à cette situation, des milliers de personnes fuient les combats chaque jour, à l'exemple de ces Américains soudanais et d'autres personnes ayant la double nationalité qui sont évacuées de Port-Soudan pour être emmenées à Jeddah par mer. Nous vivons au Royaume-Uni. Nous avons entamé le processus avec le gouvernement britannique en raison de la nationalité de nos enfants. Nous sommes censés aller à l'ambassade des États-Unis. Ils ont fait beaucoup d'efforts, pour être honnête, pour aider autant qu'ils le pouvaient les gens. Et finalement, nous partons maintenant de Port-Soudan pour Jeddah, puis de Jeddah, nous allons au Royaume-Uni. Au Rwanda, de très fortes pluies hier soir ont entraîné des inondations faisant au moins 95 morts. La pluie a causé le débordement d'une rivière, mais aussi des glissements de terrain car le sol était déjà détrempé par les pluies des jours précédents. Ce mercredi 3 mai marque le 30e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse. À cette occasion, le président algérien Abdelmajid Tebboune a présidé au Centre international des conférences d'Alger Abdelatif Rahal une cérémonie où il a félicité les journalistes. Environ 400 ont été invités à échanger avec eux sur les préoccupations concernant le secteur de l'information en Algérie. De la presse, on en parle justement. L'exercice de ce métier reste relativement difficile, notamment au regard des bouleversements que traverse le monde actuellement. En Afrique, des avancées notables sont constatées en matière de consécration des valeurs journalistiques universelles et de déontologie. Mohamed Walid Ben Chaban. À l'instar de tous les pays du monde, l'Algérie célèbre ce mercredi la Journée internationale de la liberté de la presse, dans un contexte marqué par des réformes profondes du secteur, à la faveur de l'adoption d'une nouvelle loi organique sur l'information. L'objectif de ces réformes vise à définir le journaliste professionnel avec précision dans toutes les spécialités médiatiques, mais aussi moraliser la profession en consacrant les valeurs journalistiques universelles et la déontologie et l'éthique professionnelle. En Afrique, la conjoncture appuyée par l'instabilité politique a participé à la dégradation des conditions de travail des médias, selon le classement 2023 de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Le Maroc, qui reste l'État d'année en année sur les journalistes, figure à la 144e place au classement mondial sur 180 pays. Les pratiques peu orthodoxes du Merzen fait perdre au Royaume 9 places. Pas de quoi être fier. Au Moyen-Orient ou encore en Europe, des organisations mondiales et onusiennes tirent la sonnette d'alarme sur le nombre croissant des journalistes assassinés ou détenus dans le monde. Paradoxalement, le conflit russo-ukrainien a dénudé la réalité de la démocratie occidentale après la censure de nombreux médias russes. Malgré l'amélioration des conditions du métier dans de nombreux pays, l'ONU affirme que la liberté de la presse est en danger dans le monde entier et que la désinformation, les discours de haine et les attaques contre les journalistes menacent la liberté de la presse, qui est un élément vital des droits de l'homme. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, s'est exprimé sur la situation sécuritaire au Mali dans le cadre de la 43e session ordinaire du groupe de travail sur l'examen périodique universel qui se tient à Genève, indiquant que l'insécurité au Mali est un facteur qui aggrave les violations des droits de l'homme. Ayant fait des recommandations, je voudrais attirer l'attention des différentes délégations sur la situation et le contexte particulier du Mali, qui est un contexte extrêmement complexe, un contexte d'un pays en guerre. Et l'insécurité est la cause, ou en tout cas le facteur principal de la commission des violations graves et massives par rapport aux droits de l'homme. Donc la meilleure façon de pouvoir faire face à ces questions, c'est vraiment de pouvoir prendre en charge la question de l'insécurité
améliorer la sécurité, favoriser le retour de l'État, le retour des services sociaux de base, y compris la justice, l'éducation, la santé, tous les secteurs dont vous avez parlé pour nous permettre d'améliorer substantiellement cette situation. Gardez à l'esprit que l'effort international qui a été mis en place pour répondre à cette situation a été un échec. Aujourd'hui, le Mali est forcé de compter sur ses propres moyens et d'investir en conséquence pour pouvoir faire face à cette situation. La censure d'un livre, quel qu'il soit, n'a pas lieu d'être en Tunisie. C'est ce qu'a déclaré le président tunisien Kais Saïed en réponse à une polémique autour de la censure d'un livre à la Foire internationale du livre de Tunis. Le chef d'État, dans ce sens, réaffirmé que la propagation de telles diffamations et allégations mensongères sont des tentatives malsaines visant à mettre en doute l'état des libertés en Tunisie en faisant croire que des menaces pèsent sur elle. Il est hors de question d'interdire l'exposition de n'importe quel ouvrage. Les exposants préparent logiquement la liste des livres qui seront exposés et dédiés à la vente. Pour l'anecdote, un excellent livre m'a été offert, puis on a entendu parler qu'il est interdit. Ceux qui rêvent de l'interdiction, je leur dis que vous êtes en dehors de l'histoire. Le temps des mensonges et la menace des libertés a révolu. Les libertés ne seront jamais menacées en Tunisie. Pour la liberté, il y a un peuple qui la protège. La révolution, c'est le peuple qui la défend et l'État a ses institutions pour la défendre. Scandale du Maroc Gate, l'exécutif de l'Union européenne a proposé ce mercredi de nouvelles lois pour renforcer la lutte contre la corruption en alignant les définitions et les peines pour les crimes de corruption à travers le bloc, ainsi que l'introduction de sanctions pour les étrangers corrompus, barrant ainsi la route au Mersenne qui a souillé cette institution par ses magouilles. Le magazine américain Forbes a dévoilé la liste du top 10 des sportifs les mieux payés en cette année 2023. Le Portugais Cristiano Ronaldo est en tête du classement. Aucune femme ne figure dans la liste. Les détails avec Faisal Salah. Aux États-Unis, le football n'est pas le sport populaire de la société. Mais à travers la presse people, les stars du football sont bel et bien connues et suivies. Même Kardashian a fait le déplacement au Parc des Princes. Certains followers ne s'intéressent pas aux prestations des icônes dans le rectangle vert. Mais ils sont sous influence de leur mode et mood de vie, de leur vie privée, de leur style vestimentaire, du parfum et de la montre qu'ils portent. Est-ce que c'est Rolex comme Shakira ou Casio comme Piqué, de la jet privée et les voitures dans le garage? Les followers sont curieux. Ils posent souvent cette question. Qui est le plus riche? Qui est le sportif le mieux payé au monde? Est-il un basketteur ou footballeur? Pour cela, le magazine Forbes est spécialiste. Le média américain a dévoilé le top 10 des sportifs les mieux payés en 2023. Le podium est constitué de footballeurs. Le Portugais Cristiano Ronaldo et son contrat XXL avec le club saoudien Nasr le placent au sommet pour la 3e fois de sa carrière. Cristiano Ronaldo génère des revenus estimés à 136 millions de dollars, dont 90 millions sont en dehors du terrain. Seulement 3 athlètes dans l'histoire de Forbes ont battu ce chiffre. À la 2e place, on trouve son rival éternel, Léo Messi. Le Parisien gagne 130 millions de dollars. L'Argentin est officiellement l'ambassadeur touristique de l'Arabie Saoudite. Messi est suivi de son coéquipier au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Le Français gagne 120 millions de dollars. Kylian, 24 ans, est le plus jeune du top 10 et le dernier footballeur. À la 4e position, l'athlète américain le mieux payé en 2023 est LeBron James. Avec 129,5 millions de dollars, le basketteur est un investisseur. Il marque plus de paniers en dehors du NBA, 75 millions de dollars estimés pour cette année. À la 5e place, le boxeur mexicain Canelo Alvarez génère 110 millions de dollars par an, dont 100 millions collectés au ring. Surprise, les joueurs de golf viennent à la 6e et la 7e position. Dustin Johnson avec 107 millions et Phil Mickelson avec 1 million de moins. Un deuxième joueur du NBA figure dans la liste, il s'agit de Stephen Curry, 8e avec 104 millions de dollars. Le 9e du classement, il a pris sa retraite, mais il gagne toujours bien sa vie. Roger Federer et une marque 95,1 millions de dollars en 2023. Et pour clore ce top 10, un athlète du NBA, Kevin Durant, avec 89,1 millions de dollars. La passion fait vivre, le rêve est possible.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.